Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer les méthodes d'un véritable maître du cambriolage biologique. On a affaire à un pathogène incroyablement furtif, capable de réaliser des effractions cellulaires avec une sophistication redoutable. J'ai nommé l'adénovirus. C'est un agent infectieux que la science observe de très près. Et comme on va le voir, son mode opératoire est aussi complexe qu'absolument fascinant. D'ailleurs, posez-vous la question. Qu'est-ce qui peut bien relier un banal rhume, une conjonctivite bien agaçante ou même une gastro-entérite? Eh bien, figurez-vous que le point commun, c'est souvent ce même et unique coupable microscopique. Comprendre comment un seul type de virus arrive à frapper à des endroits aussi différents de notre corps, c'est comprendre l'ingéniosité même de l'évolution virale. Et c'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Pour que ce soit bien clair, notre exploration va se dérouler en 4 étapes rapides. D'abord la découverte du virus, ensuite sa structure blindée, puis on plongera dans son cycle de multiplication, et enfin on parlera de son épidémiologie et de sa transmission. Commençons tout de suite par notre première partie, la découverte des adénovirus et leurs origines. Faisons un petit bond dans le passé, en 1953 plus précisément, c'est là qu'un chercheur du nom de Rowe a mis en évidence ce virus à partir de simples fragments d'amygdale humaine. En mettant ces tissus en culture, l'équipe a remarqué quelque chose d'étrange, une dégénérescence des cellules avec des anomalies qui apparaissaient en 2 à 3 semaines. Au tout début, ils l'ont baptisé virus APC pour adéno-pharyngo-conjonctival, un nom un peu barbare qui a finalement été simplifié en adénovirus. Et le truc fou, c'est que le travail ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, on a identifié plus de 51 sérotypes humains différents, tous regroupés sous le genre des mastadénovirus. Et avec une telle armée de sérotypes, le virus ne se contente pas d'une seule cible. Pas du tout. Il a ce qu'on appelle un tropisme très diversifié. En gros, différentes souches se sont spécialisées pour attaquer des zones très précises de notre organisme. Par exemple, les sérotypes 1, 2, 3, 5 et 7, eux, ils s'en prennent spécifiquement à notre appareil respiratoire. D'autres, comme les 8, 19 et 37, préfèrent s'attaquer à la région oculaire. Et pour couronner le tout, les sérotypes 40 et 41 sont les grands spécialistes du système digestif. C'est littéralement un arsenal polyvalent. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'observation de sa structure géométrique blindée, ou si vous préférez, la boîte à outils de notre cambrioleur. Alors à quoi ressemble ce fameux virus? Son anatomie est brillante de simplicité et d'efficacité. Imaginez une sphère géométrique parfaite, un icosaèdre d'environ 80 à 90 nanomètres de diamètre. Mais le détail qui change tout, c'est que c'est un virus dit nu. Ça veut dire qu'il n'a pas d'enveloppe lipidique autour de lui. On pourrait croire que c'est une faiblesse, mais paradoxalement, cette absence d'enveloppe agit comme une véritable armure hyper résistante face à l'environnement extérieur. Et à l'intérieur de ce coffre-fort robuste, on trouve le butin ultime, son génome, composé d'un ADN linéaire à double brin. Si on s'amuse à démonter cette armure, c'est comme un puzzle géant composé de 252 pièces qu'on appelle des capsomères. La disposition est millimétrée. On a 240 pièces, les exons, qui recouvrent les faces et les arêtes de la structure, emportant l'antigène de groupe. Ensuite, au 12 sommet de cet icosaèdre, on a les pentons. Et c'est là que ça devient intéressant. De chaque penton dépasse une spicule glycoprotéique. C'est une sorte de longue fibre qui se termine par une petite boule. Ces fibres, ce sont littéralement les clés sophistiquées du virus, prêtes à crocheter les serrures de nos cellules. Passons maintenant à la troisième partie, le cœur de l'action, le cycle de multiplication et le détournement cellulaire. Quand l'adénovirus arrive à l'intérieur de la cellule, il y a 3 fins possibles à cette histoire. Première option, le cycle abortif. L'infection échoue, aucun nouveau virus n'est créé, ouf. Deuxième option, beaucoup plus sournoise, le cycle transformant. Le virus dérègle complètement la cellule, ce qui peut déclencher l'apparition de tumeurs. Et enfin, la troisième option, le cycle lytique, c'est-à-dire l'infection pure et dure. C'est le scénario catastrophe où le virus force la cellule à fabriquer massivement de nouveaux clones viraux jusqu'à sa destruction totale. Et c'est ce braquage précis qu'on va regarder de plus près. Ce fameux cycle lytique, c'est une véritable chorégraphie mortelle en 5 actes. On a d'abord l'absorption sur la cellule, suivie de la pénétration. Ensuite, la phase précoce se met en place pour préparer le terrain, l'ADN viral se réplique et on termine en beauté avec la phase tardive, où le virus assemble sa progéniture juste avant de prendre la fuite. Le moment le plus critique de l'effraction, c'est l'absorption et la pénétration. En gros, les fameuses fibres du virus dont on a parlé viennent s'arrimer à des récepteurs très spécifiques à la surface de notre cellule, comme le récepteur CAR ou le CD46. Une fois accroché, le virus force la cellule à l'avaler, littéralement. C'est l'endocytose. Le virus se retrouve alors piégé dans une vésicule à l'intérieur de la cellule où le milieu devient très acide.
En réponse à cette acidité, l'adénovirus se déshabille, il se démantèle pour libérer son ADN, prêt à pirater le poste de commandement. Et ce poste de commandement, ce n'est autre que le noyau de la cellule. L'ADN viral s'y faufile et c'est le début de la phase précoce. Ici, le génome montre toute son organisation tactique. Divisé en 4 régions, E1, E2, E3 et E4. Pour s'en rappeler, c'est facile. Les régions impaires, E1 et E3, sont transcrites vers la droite. Les régions paires, E2 et E4, sont transcrites vers la gauche. Bref, ces gènes vont fabriquer des protéines de régulation avec une double mission vitale. Préparer la machine à copier l'ADN viral et surtout empêcher la cellule de s'auto-détruire avant que le virus n'ait terminé son braquage. Une fois que l'ADN est copié et que la cellule est complètement sous emprise, on passe à la phase tardive. Un véritable chef d'orchestre génétique appelé le promoteur majeur tardif ou MLP entre en scène. Il va ordonner la production massive des protéines de structure, les pièces détachées des futurs virus. Toutes ces pièces retournent dans le noyau pour l'assemblage final. Dès que l'armée de virus est prête, la cellule est tellement saturée qu'elle finit par exploser. C'est l'apoptose. Les nouveaux virus sont libérés dans l'organisme, prêts à infecter de nouvelles victimes. Le braquage est un succès total. Ce qui nous amène à notre 4e et dernière partie, l'épidémiologie et comment ce virus organise sa fuite et sa transmission. Pour bien comprendre à quel point ce virus est un professionnel de la furtivité, gardez bien ce chiffre en tête, 50. La moitié, oui, 50% des infections à adénovirus passent totalement inaperçues. Zéro symptôme. Les personnes infectées portent le virus et le diffusent autour d'elles sans en avoir la moindre idée. C'est un atout épidémiologique absolument majeur. En plus d'être discret, ce virus est un vrai dur à cuire. Comme il n'a pas d'enveloppe fragile, il peut survivre très longtemps à l'air libre. La transmission se fait de manière hyper variée, par voie respiratoire ou orofécale bien sûr, mais aussi de façon indirecte via des objets contaminés, ce qu'on appelle des fomites. Il suffit de toucher une poignée de porte infectée, puis de se frotter un œil. Le virus est d'ailleurs tellement tenace qu'on a déjà vu des épidémies entières de conjonctivite partir d'une simple piscine, l'eau servant de vecteur de transmission. Mais attendez, pour survivre durablement à l'intérieur du corps, il faut esquiver le système immunitaire. Et l'adénovirus est doué pour ça. Ces protéines issues des gènes E1 et E3 agissent comme des brouilleurs de signaux. Elles bloquent les défenses antivirales et empêchent notamment l'action du TNF-alpha, qui est en quelque sorte la sirène d'alarme de notre corps. Sans cette alarme, la cellule infectée ne s'autodétruit pas prématurément. Mieux encore, le virus peut se cacher de manière latente dans nos tissus lymphatiques, passant totalement sous le radar du système immunitaire pour mieux réapparaître plus tard. Pourtant, cette histoire a un retournement de situation digne d'un grand film. L'adénovirus n'est pas qu'un simple destructeur. Justement parce qu'il est un expert mondial pour livrer son ADN au cœur de nos cellules, les scientifiques ont trouvé le moyen de le hacker. En retirant ces gènes pathogènes, on utilise son armure quasi indestructible comme un véhicule de livraison pour la thérapie génique. Et comme l'intégration de son génome est temporaire et ne s'insère pas de façon permanente dans nos chromosomes, ça en fait un outil hyper contrôlable et infiniment précieux pour la médecine moderne. Ce qui nous laisse sur une réflexion vraiment vertigineuse. On vient de voir comment la science a réussi à transformer l'un des pires cambrioleurs cellulaires de la nature en un outil de guérison porteur d'espoir. Si on est capable de dompter un tel pathogène, on est en droit de se demander quels autres braquages microscopiques qui se déroulent en ce moment même pourrions-nous un jour retourner à notre avantage pour repousser les limites de la science. C'est une perspective passionnante qui clôture notre exploration d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse des adénovirus.